was in my heart, but not in my living. I was stuck in a house, confused but closed on life. You were the night where I escaped. You can take me anywhere. Your jaw is moving, and I can't hear shit. I'm blessed. Dans ma tête, il n'y a pas de faux ou de vrai symbole d'un pays. Il s'agit juste de partir à l'exploration pour discerner ces emblèmes-là qui nous parlent le plus. Parfois même, c'est une anecdote, une personne, une histoire qui devient les repères les plus significatifs d'un pays. Puis c'est ce que je m'apprête à faire. Vous raconter le récit de mes périples canadiens et comment je peux à l'avenir me sentir prête à vous représenter à l'étranger lors de la suite de mon grand tour du monde. Et oui, j'ai parcouru le Canada en entier, d'est en ouest, du nord au sud. Vous allez maintenant découvrir tout au long de mes 4 grandes épopées ces repères qui, selon moi, représentent le Canada moderne. En juin 2017, dos à l'Atlantique, je faisais face à tout le pays à Cape Spear, à Terre-Neuve, le point le plus à l'est de l'Amérique du Nord. 2 mois plus tard, je concrétisais la devise en touchant au Pacifique à Ucluelet. Nous sommes le 20 août, au matin. Je suis rendue à la côte Pacifique. J'ai fait 10 heures de route hier. Et puis, j'arrive à l'océan Pacifique, ce qui veut dire que je vais avoir traversé from coast to coast le Canada. Ça y est! Je l'ai fait! Ça a été un moment vif en émotion. Je suis restée longtemps à admirer les vagues se briser sur la côte. Ce voyage-là était pour moi comme la suite de mon parcours identitaire de 2008. Sauf que je ressentais cette fois le désir de tisser des liens avec mon propre pays. C'était lui ainsi que les autres que je voulais réellement découvrir cette fois. J'avais choisi plusieurs endroits à visiter au Québec pour débuter l'exploration. Le premier endroit était Chibougamau. La raison était bien simple. C'est parce que j'y avais jamais été et je voulais en apprendre davantage. Super longue journée de route, je m'en vais à Chibougamau. Chibougamau, c'est à 7h30 de route, sans arrêt. En fait, entre Yellowknife et Whitehorse, c'est genre 2 fois 15 heures de route, quelque chose comme ça. Fait que Chibougamau, c'est vraiment pas loin, là, dans le fond. Les historiens font remonter l'occupation du territoire de Chibougamau par les communautés des Premières Nations à plus de 5000 ans. Puis, au début du 19e siècle,
la Compagnie de la baie du Thillon y opère à cet endroit, ainsi qu'à plusieurs endroits au Canada, le commerce de la fourrure. Il se passe vraiment rien ici. Il n'y a rien. Il y a des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Tantôt, j'ai eu la pancarte « Bienvenue en baie James ». Chibougamau dans 15 minutes! Ça y est, je suis arrivée à Chibougamau. Chibougamau est aujourd'hui un lieu d'importance et au cœur des activités minières de la région. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est également occupée depuis aussi longtemps par les Premières Nations. Ils vivaient principalement de la chasse, de la pêche et cueillette de fruits sauvages. Et pour parcourir l'immensité de la région, ils se servaient des lacs et rivières. Le territoire du Québec représente 15,5 % de celui du Canada. Le mot Québec tire son origine du mot algonquien, signifiant « là où la rivière se rétrécit ». Je suis Nicolas Giroux, historien à la Commission de la capitale nationale du Québec. La Commission a comme mandat notamment de faire la mise en valeur et la diffusion de la connaissance autour de Québec comme capitale. Effectivement, le fleuve Saint-Laurent fait partie intégrante de ce qu'est Québec et explique aussi son existence. Si Québec est là, c'est notamment parce que c'est l'endroit le plus étroit sur le fleuve quand on arrive de l'Est. Alors c'est un point de contrôle qui est facile ou plus facile donc à défendre. Alors c'est pour ça qu'on a installé Québec ici. Il y avait donc des éléments géographiques qui rendaient l'endroit intéressant. Le fleuve, c'est intimement lié à l'existence de Québec, c'est sûr. Si on se place du point de vue d'un touriste, qu'est-ce qui saute aux yeux ou qu'est-ce qui pourrait être le symbole de Québec? Je pense que tout le monde va assez vite penser au Château Frontenac. Le Château Frontenac, c'est une icône de Québec. En même temps, ça reste un hôtel, donc s'il est un symbole historique de l'identité, c'est plutôt parce qu'il est en dessous de la terrasse. Par ailleurs, Québec est une ville qui est inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est une ville qui a conservé sa ceinture fortifiée. Québec, c'est une capitale politique, mais c'est aussi une capitale militaire longtemps. Ces deux réalités-là sont très liées ensemble puisque quand on installe notre capitale à quelque part, c'est un lieu de pouvoir, c'est de là où on administre le pays, eh bien, on le protège, ce lieu-là. Évidemment, cette notion de protection a bien changé aujourd'hui au 21e siècle, mais très longtemps, donc, le fait d'avoir une forteresse à Québec, c'était lié au fait qu'elle était la capitale. Donc, je pense que la ceinture fortifiée de Québec est un emblème pour les gens d'ailleurs. Si on vient ici, c'est notamment pour ça. Tournez à droite sur Québec 139 Nord. Aujourd'hui, on s'en va filmer Trois-Rivières et Québec, deux des plus anciennes villes du Canada. On s'en va aux forges du Saint-Maurice, sauf que la seule affaire, c'est que c'est fermé. Elle est enfoncée jusqu'aux genoux. Elle est jusqu'aux genoux enfoncée, là, genre. C'est trop bon, ça. Comment t'as trouvé ça, Élie, là, les forges du Saint-Maurice? J'ai parcouru des kilomètres de chemin en me rappelant la douceur de tes mains, en me rappelant que tu étais là hier. Je me suis promenée au bord de la mer. J'ai entendu une fois que la province du Québec, à vue satellite, ressemble à un grand chien et que la région de la Gaspésie serait sa patte dans les airs. C'est pourquoi quelques Québécois surnommeraient ce circuit le Tour de la patte. Voyager en Gaspésie, c'est découvrir sa connexion avec le fleuve en un instant. On a l'impression d'être ces anciens conquérants visitant la région pour la première fois. N'y changeront rien, mon cœur.
l'océan n'égale pas celui de terre. Ouais, la Gaspésie serait plus belle si t'étais là. Je pleure, je me noie, je nagerai jusqu'à toi. Je retrace tous les mots qui se sont effacés. On dira ce qu'on voudra. Au fond de nous, il y a inlassablement cette envie à laquelle on résiste de s'acheter une maison en Gaspésie et laisser la vie nous bercer au rythme du fleuve. La Gaspésie serait plus belle si t'étais là. La Gaspésie serait plus belle si t'étais là. Ce fut en juin 2017 que débuta la première partie des grands voyages. Je partais à la chasse aux repères officiels canadiens pour savoir s'ils étaient encore d'actualité dans notre monde moderne. Le début de la réponse se trouvait 1 heure plus tard dans les Maritimes. My name is Devin Kaiser, and I am the research assistant here at the Fisheries Museum of the Atlantic in Lunenburg, Nova Scotia. And we teach people about the history of the Grand Banks fishery and how it shaped our lives here in the Maritimes. The history of Canada is so deeply rooted in the fishing industry, starting with the First Nations, the Mi'kmaq of the East Coast would fish. Primarily, 90% of their subsistence came from ocean resources, and when the settlers arrived, they taught them how to fish and to live off of these ocean resources. Fishing is still relevant today in the Atlantic region. Unfortunately, in the 1990s, the ground fishery had collapsed, but we learned from our mistakes and we started to change the way we did things, and we started fishing in more sustainable ways. So now we engage in primarily lobster, clam, and the scallop fishing industries. So when the settlers arrived on the East Coast, by the 1870s, they were engaged in fishing the Grand Banks for codfish, and they would build schooners and they would go out to the Grand Banks for months at a time, and that was our primary resource and our source of income here. Lors de notre arrivée au musée, notre attention avait été portée sur l'un des emblèmes les plus connus du Canada, et David s'apprêtait à nous donner l'autorisation d'y faire une petite visite. En fait, on traîne tous les jours des symboles canadiens dans nos poches. Les sous canadiens. Une scène. Bon, j'ai oublié de me garder une scène noire. Il y avait la feuille d'érable qui représente évidemment l'érable, créateur du merveilleux sirop d'érable, produit canadien par excellence. Technique léguée aux Canadiens par les Amérindiens. Sur le 25 sous, il y a le caribou, qui est symbole de persévérance et de survie, parce que sa chasse a permis au développement des peuples autochtones au début de l'évolution du territoire. Sur la pièce de 1 $, selon l'artiste du dessin, le plongeon huard représente ce qu'on pourrait perdre si on ne fait pas attention. Sur la pièce de 2 $, l'ours polaire, symbole de puissance et de résilience due à notre climat. Madame Élisabeth II se retrouve sur tous les sous canadiens, tous. Le premier monarque à être couronné reine du Canada. Elle détient le titre du plus long règne dans l'histoire du Commonwealth. Symbole d'hiérarchie, de diplomatie, de structure. Sur les pièces de 5 sous, on retrouve le castor, qui est l'emblème le plus suprême du Canada. Le castor représente le début du commerce au Canada. C'est pas mal la raison pourquoi on a commencé à coloniser ici au Canada avec évidemment la pêche à la morue. Je pense que vous vous doutez bien de où est-ce que je veux en venir avec tout ça. The Blue Nose was a Grand Banks fishing schooner. So she was a fisherman first, but she was designed specifically for speed to compete in the international fishermen's races. The Blue Nose was placed on the Canadian 10-cent coin in 1937, and it's been there ever since. She's the only man-made thing
on our coin. So behind me you will see the Bluenose 2. She is a replica of the original Bluenose, which sank in 1946. The captain of the original Bluenose, his name was Captain Angus Walters, and he was the fiercest fishing captain that we ever had. And people always wonder why the Bluenose was so fast, and we say it was 1 part schooner, 1 part skipper. Angus Walters knew every inch of the Bluenose, and he used to tell his human crew, "Pipe down, be quiet, I have to listen to what the schooner is saying." And no one questioned him because whatever it did, she won all of the races and it worked. On vient d'arriver en Nouvelle-Écosse, puis on se stationne pour filmer les éoliennes qui sont assez étonnantes. Puis il y a un tracteur qui arrive derrière nous. Là, on s'est dit on va le laisser passer. Puis moi je me disais ben c'est une bonne shot en way. Le monsieur il commence à nous parler pendant au moins une vingtaine de minutes, là, je pense. Puis il était vraiment sympathique. Il nous a laissé passer finalement dans le chemin qu'on n'avait pas le droit de passer au départ. Puis no stress, il nous a dit après rebarrer la porte. Hey, attends, je vais aller ouvrir la gate. Ouais. Okay. Oh, bye-bye. So if you go right up the head of the cove, there might be some around the head of the cove. There's also a trail that goes from the head of the cove up to the main road. Do you have a map? We don't have a map, no. You didn't download a map. Tu sais où est-ce qu'on s'en va? Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais on s'en va au centre-ville de Fredericton. Élie m'a dit hier qu'ils appelaient la ville Freddy. Turn! Hold! Advance! Left! Turn! Attention! Take! Hold! Slide left, double left wheel, quick. March. C'est la meilleure chute du Nouveau-Brunswick. C'est un changement de la garde. Ah, c'est ça, ok. Je pense ça, ils doivent faire ça à chaque heure, je sais pas quoi. Toutes les 3 heures? Ouais. Et ils font ça toutes les 3 heures. Fait qu'on a été vraiment chanceuses. Il faut absolument qu'on passe par Magnetic Hill. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Moi, ça fait longtemps que je l'ai fait. En tout cas, je l'ai fait quand j'étais tout jeune, là, à mon premier voyage dans les Maritimes avec ma famille. Alors, Magnetic Hill, c'est spécial parce que dans le fond, on va parquer l'auto. Ben, parquer l'auto. On va mettre l'auto en bas de la côte. Et puis, apparemment que l'auto monte tout seul. L'auto est arrêtée. Regardez, même, je vais même enlever mes clés. Tiens, je vais le faire. Alors, voilà. Oh my god! C'est pas vrai? Ok, je sais pas si... J'ai peur. Ok, on avance là, mais... On avance quand même vite. On avance quand même vite. On recule, mais il y a... Ok,
Je te jure, gars. Oh my God! Non, mais je comprends pas, là. Je comprends juste pas. Malgré tout ce que je voyais et expérimentais, je me posais beaucoup de questions sur ce qui allait représenter pour moi le Canada réellement. Je vous avoue que j'avais une petite crainte alors de ne pas le trouver. En fait, je cherchais trop et laissais peu mon esprit au vagabondage. À un moment donné, lors d'une longue marche sur l'île McNabbs, tout près d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais pas besoin de les chercher, ces repères. Que premièrement, j'étais tout à fait en train de réaliser mon but, car tout ce que j'étais en train de vivre, c'était ce qui allait représenter le Canada pour moi. Partout où je posais le pied, j'ai implanté la trace de mon passage. J'ai réalisé aussi que je ne pouvais pas non plus imposer aux autres d'adopter mes repères, car si jamais il y avait à faire le même voyage, ils vivraient quelque chose de tout à fait différent. C'est donc avec la tête un peu plus légère que je continue mon chemin. Nous quittions la Nouvelle-Écosse. Depuis notre départ, nous entendions constamment parler de l'île de Terre-Neuve et Labrador. Parce que Terre-Neuve est constituée des plus vieux emblèmes canadiens et a été foulée par tous les premiers pionniers. Premier arrêt, le site des Tablelands, dans le parc national du Gros-Nord. Car on peut fouler de nos pieds le résultat de la rencontre de deux anciens continents. On peut observer ce type de géologie à plus de places dans le monde, mais entre autres en Papouasie et au Mont Albert, en Gaspésie. Les Tablelands a été un grand pilier dans la théorie mondiale des plaques tectoniques. Après quelques jours de route, nous arrivions au premier lieu où le Canada avait été habité par des colonies anglaises dans un petit coin reculé de Terre-Neuve, à Cupids. So, are you rolling? You have the camera going? Yeah. Yeah. So, I'm Bill Gilbert. I'm the chief archaeologist here at the Cupids Cove Plantation Provincial Site, and I'm the person who found the site back in 1995. So this is the site of the oldest English settlement in Canada. It was established in 1610 by the London and Bristol Company of Merchant Venturers. The first governor was a Bristol merchant by the name of John Guy, and the first colonists arrived here in August of 1610 to set up the colony. Originally there were 39 men who spent the first winter here. So yeah, on the 16th of June 1995 we walked up on the edge of the terrace.
There'd been a windstorm the winter before, so some trees had blown over. And when we walked up and looked in the dirt that was thrown up from where the trees had blown over, we started finding 17th century pottery and bottled glass, fragments of clay pipes. So that was the, you know, at that point we knew not only was it the only place left, but we also had a 17th century site. So we've been digging here ever since, basically. What you're seeing here is the base of the north enclosure wall. What's left of the base of the north enclosure wall. That probably originally would have run 120 feet that way. Again, this is stone, and we know that the original defense works were wooden. So this is probably an upgrade from 1612 as well. And you have to picture this as being probably 7 feet high as well, a stone defensive wall facing the harbor with the fort out in front of it with the cannons out here. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer tout près du premier lieu de colonisation par les Français sans aller y jeter un coup d'œil. Hey, on est à Castle Hill, dans la ville de Placentia, et on est dans un parc Canada, puis il y a une application qui s'appelle Explora Castle Hill, et apparemment, ça va me faire une visite guidée dans mes écouteurs pendant qu'on se promène. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? Ça vient de faire un son! Ça dit « Regardez en direction de la mer. La baie que vous voyez est l'un des lieux abrités de la région. Elle est également située à proximité des zones de pêche à la morue près des côtes et des grands bancs. » Malgré l'importance historique de ces lieux, j'ai préféré explorer la ville où Jean Cabot aurait posé le pied pour la première fois au Canada en 1497, Bonavista. Jean Cabot, marchand et explorateur, il longe les côtes du Labrador et de Terre-Neuve et fait la découverte des grands bancs de morues, tout comme l'avaient fait les explorateurs vikings à l'an 1000 de notre ère. Such a long time, and when it all works out for me, living in a tragedy, words are wrong now. Inside, I think I get to know why, such a burning ride, long the days hard, when our souls divide. And when it all works out leave it for a day. Time goes by and flies away.
un flat. On a pas eu un flat! Dans le milieu de nulle part à Terre-Neuve. You don't get no better people than over here, I'll tell you that. I've traveled over here for the last year and a half, and you don't get no better, I can guarantee you that. Jean Cabot n'a pas été le premier à avoir découvert les grands bancs de morue. Certes, sa présence au Canada a fait évoluer les choses considérablement. Cependant, nous nous sommes rendus sur le premier site culturel de l'UNESCO au monde, l'Anse aux Meadows, pour reculer encore plus loin dans l'histoire de nos origines. Lorsque notre espèce, les Homo sapiens, sommes sortis de l'Afrique il y a une centaine de milliers d'années, on s'est dispersé sur tous les continents sauf l'Antarctique. Durant cette migration, il ne restait plus qu'un endroit à traverser, et c'était l'Atlantique. Ce sont des Scandinaves du Groenland qui ont traversé les premiers l'Atlantique de l'Europe et se sont établis à l'Anse aux Meadows durant quelques années. Le site est alors un camp de travail pour amener du bois au Groenland, car là-bas, il n'y en a pas. Selon les archéologues, les Vikings seraient venus au Canada en 3 et 5 reprises, mais les sagas parlent de 4 voyages dirigés par Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge. Oui, bien avant eux, les Autochtones de l'époque archaïque foulaient les côtes de Terre-Neuve et Labrador. Mais ce qui rend le site de l'Anse aux Meadows extraordinaire, c'est de comprendre le fait que c'est l'endroit sur la planète où le cercle de la migration humaine s'est fermé il y a environ 1 millier d'années. Ma capitale préférée des Maritimes, c'est Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Elle figure sur les cartes depuis 1519. C'est un des plus vieux établissements européens du Nouveau Monde. Notre bonne étoile de voyage nous a donné 3 jours de beau temps. On nous a dit que c'était très rare. Actuellement, le brouillard, les nuages, la pluie sont quasi constants. Par contre, il n'a pas fait moins venteux qu'à l'habitude. C'est vraiment venteux ici. Signal Hill est célèbre pour avoir été le lieu où l'on reçut la première transmission sans fil transatlantique le 12 décembre 1901. Saint-Jean-de-Terre-Neuve est aussi l'endroit où on débute la route transcanadienne du côté est, qui fait actuellement 7821 km de long, s'étendant d'un océan à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique. Elle est la route nationale la plus longue du monde. Est-ce que j'allais atteindre l'autre bout de la route? À suivre. Those are mummers, right? They are so, yeah. So we don't really know the story of mummers. We've read a little bit about them in tourist guides, but well, if you could tell in a few words. A few words. I You go right ahead. Okay. Yeah. These are just locally made, right, as souvenirs, but it's very typical of what mummers look like. So we practice mummering between the 26th of December and Old Christmas Day, which is the 6th of January. So every year we try to go out and mummer, and we find a few silly people who wants to go. Usually we'll try and get a couple people that's never been mummering before, especially strangers like that's not from Newfoundland, because then they go away thinking we're really nuts, right? But basically you dress up in any old clothes or sheets, whatever you can find that you got in your closets or your grandmother got, and you put a slip, like a lady's slip, or a pair of panties or bloomers over your head, and you cut a couple holes in it. Okay. Right? And you take whatever musical instruments that you got. So anyway, usually most people will say, come on in, right? They're so happy to see you because they're probably watching a boring movie on Netflix or just staring at the wife, you know, that sort of thing. So as we're going in the door, I'm playing the mummer song, and anyone who can play the ugly stick, which isn't too, it doesn't take too much skill,
Right? This is our ugly stick. Every kitchen party, every home in Newfoundland should own one of those. When you get in, everybody's dancing, and the goal is for the people that you're visiting to guess who you are. But if they guess you, got to take off your face, your mask, to reveal that they got you. When they guess you all, then they'll start probably giving you a glass of what we call Christmas syrup. It's very, very unkind to not take the full drink before you leave. It's insulting. Okay. At least that was already I'll too. import flower pot. Yeah, but we kill the flower. Right. And but after 15 ounces, we get sent home. You're automatically part of the band. That was good. Good. I think she just became an honorary Newfoundlander. That was it. Over the mountains and over the sea, come brave Newfoundlanders and join the Blue Petite. You'll fight the Hun in Flanders and at Gallipoli. Enlist you Newfoundlanders and come follow me. Evening, sir. Good evening, Dan. Well, the word came from London for the land of July drive. To the trenches with your regiments, prepare yourself to die. At Volcom next morning, just a handful survive. Enlist you Newfoundlanders and come follow me. And it's over the mountains and over the sea. Come brave Newfoundlanders and join the Blue Petite. You'll fight the Hun in Flanders and at Gallipoli. Enlist you Newfoundlanders and come follow me. Quit kicking off there. I gave me goosebumps. That's why he was in. Quand je commençais à faire mes recherches sur les repères canadiens, évidemment, le phare en tant que tel est un très grand repère canadien, selon moi. Puis j'ai commencé à faire des recherches de où est-ce qu'il y en avait dans les maritimes, puis un peu partout au Canada. Je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup, partout en fait. Et quand je me suis rendu compte qu'il y en avait autant, je me suis dit, OK, pourquoi pas faire une chasse, comme une chasse au trésor, mais finalement une chasse au phare. Comme une rescapée divine, au milieu des champs de mine, tu avances avec douceur, en protégeant bien ton cœur des malheurs, de nos douleurs. Moi je n'ai rien d'un chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Je suis le fruit de trop de peine, de trop de violence et de haine. Moi je n'ai rien d'un chevalier, mais j'ai tant d'amour à donner. Je suis le fruit de cette terre, trempée de misère et de guerre. Cette terre, pense cette paix, fécondrait l'amour, afin que vienne la paix, et pour que cette terre, pense cette
t'approcher. Moi je n'ai rien de chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Moi je n'ai rien de chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Moi je n'ai rien de chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Moi je n'ai rien de chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Moi je n'ai rien de chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Moi je n'ai rien de chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Moi je n'ai rien de chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Moi je n'ai rien de chevalier, je n'oserai jamais t'approcher. Je partais seule cette fois pour le 3e périple. Nous l'avions baptisé la Grande Traversée. Et, lors de ces longues heures passées seule à voir du pays, tout me rappelait évidemment ce voyage que j'avais fait dans l'Ouest canadien en 2008. Cette première fois où j'ai testé ma débrouillardise à l'étranger. Je découvrais alors non seulement ce que voyager voulait réellement signifier, mais me découvrir aussi moi-même comme individu. Appris à apprécier mes grandes qualités et mes pires défauts. Parce qu'en expérimentant toutes ces nouvelles choses, je me mis alors à réfléchir sur le vrai sens de la vie, mais surtout au sens que je voulais moi y donner. Ce tournage était comme la suite de ma quête identitaire de 2008, mais cette fois, c'était mon pays que je désirais découvrir et son identité propre sur la planète. Premier retour dans le temps, ma visite de l'Ontario. Autant mieux dire les vraies choses. En tant que Québécois, je crois qu'on sous-estime souvent Ottawa. Je l'ai redécouverte cette année, en passant par son festival d'hiver, le Bal de neige, et au printemps, pour visiter le Parlement et ses alentours. Ottawa est notre capitale et c'est censé être la ville qui nous représente en tant que pays pour les touristes. On peut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter sur ce que les gens pensent si c'est ce qu'ils croient. Ottawa est vraiment agréable et compte tout au long de l'année des multitudes d'événements et activités, ainsi qu'une tonne de lieux, monuments, places publiques à découvrir. Mais je préfère tout de même Toronto. Ma petite découverte cette année fut la visite de ces îles, accessibles par traversier à coût très modeste, où on peut à la fois pratiquer du plein air, se changer les idées et s'amuser. Ok, il y a un labyrinthe. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai pas le choix d'y aller. Le but, c'est quoi? C'est-tu de se rendre au milieu ou de se rendre de l'autre bord, là? Ok, là, je suis comme perdue, là. Il y a personne qui sait où est-ce qu'il s'en va, là. Je suis juste revenue au début. Je sais pas si c'était ça le but, là. On ne saura jamais. Mon dernier retour dans le temps ontarien est pour ceux qui s'y en attendaient. J'ai évidemment fait le détour pour aller voir les chutes du Niagara. On peut dire que j'avais à ce moment-là réellement rappé mon premier film. Je vous ai dit que mon premier voyage était dans l'Ouest canadien, mais j'ai oublié de vous parler de mon premier échange étudiant en 2002 à Winnipeg. Cette année, je découvre plus en profondeur l'histoire de Louis Riel, dirigeant des 2 gouvernements métis vers les années 1870. Il a joué un rôle crucial dans l'entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne. Injustement, il a été exécuté pour haute trahison pour sa participation à la résistance de 1885 contre la prise des terres métisses par le Canada. Même dans ces années, et au Québec particulièrement, il a été considéré comme un héros. Je fus inspirée par sa détermination. Petit hommage à cet homme littéralement prêt à mourir pour atteindre son but et ouvrir les esprits.
l'Ontario et le Manitoba traversés, je me dirigeais vers les grandes prairies canadiennes. Et le paysage commençait alors à changer. J'avais décidé cette fois qu'au lieu de la traverser le plus rapidement possible, comme le fait la plupart des road trippers, de passer un peu plus de temps à explorer son arrière-province. Je me suis rendue jusqu'au parc national des Grasslands, complètement au sud de la Saskatchewan. Lors d'une nuit chaude qui se refroidit rapidement typiquement dans les lieux désertiques, nous avons piqué la tente fermement pour camper sur les plaines arides canadiennes. Lors du souper, nos voisins se sont dépêchés à l'ascension de la colline de l'Ouest avant de rater le coucher du soleil. Nous avons décidé de finir de souper tranquillement, au lieu de succomber au mouvement de masse, car nos pensées étaient dirigées vers une toute autre expérience. Nous avons saisi la bouteille de whisky, puis nous nous sommes obstinés sur le fait d'emporter une lampe de poche, pour finalement la laisser de côté, puis nous avons grimpé la colline à l'opposé des autres voyageurs. Quelques minutes plus tard, nous étions là, à l'abri des vacanciers bruyants, à discuter de quelques sujets que la vie nous inspirait et soudainement, les nuages s'empourprèrent. Puis se colorèrent de violet. La lune se levait. Au départ, c'était un clin d'œil à travers des nuages, puis elle nous garda en hypnose, jusqu'à ce que nous voyions malgré nous sa face cachée. À notre départ, elle illumina la voie du retour de son éclat et nous honora en exécutant le chant des coyotes. Satisfaite par mon exploration des prairies, je me dirigeais alors vers le but ultime de tous ceux qui font cette traversée vers l'Ouest canadien, la grande chaîne des montagnes rocheuses. Je me demandais constamment comment j'allais réagir à la vue des montagnes rocheuses après tout ce temps. Allais-je considérer cette puissante beauté canadienne comme je l'avais fait il y a 10 ans, comme étant l'un de mes emblèmes modernes?
Fini le temps où on contemple le lac Louise de son fameux point de vue. Tout le monde l'a vu et revu. Il faut prendre une marche et contourner le lac jusqu'à sa fin et cesser de scruter l'heure. Si le soleil est en train de disparaître, il faut continuer. Le mont Victoria, resplendissant dans toute sa grandeur, nous attire tel un aimant. On saute quelques ruisseaux déferlant de la fonte du géant en se rapprochant davantage. L'objectif étant de devenir le spectacle et non le spectateur. Au centre de la vallée, c'est à ce moment qu'on se sent possédé par un esprit qui érodait depuis longtemps, seul, et pourtant, on entend une douce musique chantée par les prophètes des montagnes. C'est alors que nous découvrons l'impalpable beauté d'une déesse, masquée et trompée par l'arrivée des conquérants de 1882. Je voulais dire que j'ai quand même la chienne. Je suis comme une grosse momoune. OK! Là, ça a l'air que ça commence pour vrai. Moi, je trouve que ça fait à peu près 2 heures là, que ça a commencé pour vrai, mais bon. Là, ça a l'air que ça commence pour vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Prochaine pitch. OK! C'est à ce moment-là que je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais ici. Le parc national de Banff, créé en 1885, est le plus ancien de la nation. La ville du même nom est l'une des plus populaires des Rocheuses canadiennes depuis très longtemps. Elle est entourée, entre autres, du mont Rundle, qui s'élève à 2949 mètres, et de la montagne Cascade, haute de 2998 mètres. Sincèrement, j'ai trouvé Banff tellement touristique que ça en était étourdissant. Je ne sais pas trop comment j'avais fait pour endurer cela en 2008 pendant 3 mois. Est-ce le tourisme de masse qui a réellement augmenté en 10 ans? Est-ce le fait que les parcs nationaux au Canada étaient gratuits en 2017? Est-ce les deux combinés? Mais à bien y penser, je crois que c'est moi qui ai changé. Vancouver, un doux mélange de plages en pleine ville avec en horizon les sommets imposants des montagnes rocheuses. À tout coup, si vous vous rendez à Vancouver, visitez le parc Stanley, oasis urbain situé en plein centre d'une baie. Vancouver devenait une courte escale en l'attente de ma visite à Victoria parce que le kilomètre zéro de la transcanadienne s'y retrouvait. 7187 km plus tard, j'avais atteint l'un de mes petits buts personnels et j'en étais assez fière. Bailando en la arena, moviendo las caderas, las olas me divierten junto al mar. Bailando en la arena. Tofino, c'est pour moi une histoire d'amour. Tu catches la wave ou tu la catches pas. C'est l'océan Pacifique qui nous drive. C'est le plaisir incessant. C'est assez difficile de ne pas embarquer dans le mood. Les gens de la place t'incluront immédiatement dans leur mode de vie. La plage, le surf, trinquer un cocktail au kiwi, faire un tour de bateau jusqu'à des îles secrètes, et le tout, bien sûr, les pieds le plus dénudés possible. Même les situations les plus nulles deviennent plaisantes. Une minute d'attente causée par de la construction sur la seule route principale se transforme en partie de volleyball improvisée.
Isolé des grandes villes et à 6 heures de Victoria, là, on est en vacances. On se sent en Australie à Byron Bay. C'est la ville la plus cool du Canada. Petit bébé sourit. Ok, vas-y! La route pour se rendre au Yukon, là, on va démystifier ça là, ensemble. La route est impeccable. Là. Je veux dire, il y a des autobus de touristes là, qui passent ici. Fait que il n'y a pas le choix d'avoir des stations de gaz. Puis ils t'avertissent tout le temps, là, genre next gas station, tant de kilométrage. Si tu gazes tout le temps quand tu peux gazer, je pense pas qu'il y ait de problème. J'ai bien fait de ne pas amener ma tank rouge. Ça va bientôt faire 24 heures que j'ai pas de réseau. Là. Fait que... Mais c'est pas grave, tu sais. Il y a une route. Tu vas tout droit. Ça fait 24 heures que je vais en ligne droite. Plus que ça. Oh yeah! Debout sur la rive du lac Kluane, avec comme horizon la chaîne de glaciers éternelle du point culminant au Canada, le mont Logan, l'air est frais, l'air est pur. C'est encore la matinée. Il fait environ 10 degrés Celsius. Les voyageurs passent tout droit pour continuer sur la route de l'Alaska. Ils semblent ne pas avoir découvert mon coin secret, et c'est tant mieux. Je ne voudrais pas pour rien au monde que le pire des touristes vienne gâcher ce moment de paix. L'idée de sauter dans le lac me tisse dans la tête depuis mon arrivée. C'était comme si les montagnes m'appelaient à un baptême dans ces eaux glacées. L'instant d'après, la manifestation étant trop étourdissante, j'avais enlevé toutes mes pelures d'oignon et me trempais jusqu'au cou. Je vous confie que je suis athée, mais ce jour-là, au Parc national de Kluane et réserve au Yukon, ce fut un moment rempli de spiritualité. Nous sommes le 3 septembre. Aujourd'hui, c'est spécial. Je vais faire 3 provinces en une journée. Donc, ce matin, j'étais en Colombie-Britannique. Là, en ce moment, je suis au Yukon. Puis tantôt, je vais être au territoire du Nord-Ouest. C'est ça mon but aujourd'hui, de me rendre à Fort Liard. Il y a vraiment de la bébite. Encore une fois, un merveilleux coucher de soleil. Oh mon Dieu, il y a tellement de la bébite là. Je viens de faire un petit clean-up là sur mon... tout ce qu'il y avait pogné dans mon dash. C'est incroyable là, hier à quel point j'ai vu des animaux sauvages. Shit, il est gros lui! Il mange la roche.
J'approche du territoire du Nord-Ouest. Je viens de voir le lynx. Je suis comme impressionnée par le silence qui règne, là. C'est le silence total, que ça n'en est épeurant, là. C'est vraiment, vraiment envahissant, là. J'avais jamais entendu un silence comme ça. Bref, si vous venez au territoire du Nord-Ouest, il faut être prêt à se regarder en face, je pense. D'être honnête avec soi-même parce qu'on est seul. Il n'y a pas personne d'autre. Ça fait du bien, la tranquillité de l'endroit. Je me promène souvent dans des endroits très touristiques, puis même aux endroits où est-ce que je m'attends que ça ne soit pas. Puis c'est tout le temps bondé de monde. Pour moi, c'est ça mon cadeau de tout ce voyage-là, c'est de me retrouver dans un endroit comme ça où j'ai vraiment l'impression que je suis la seule à découvrir l'endroit. Je m'appelle Jessica Paillard, je suis coordonnatrice d'événements culturels et jeunesse pour l'Association franco-culturelle de Yellowknife. L'une des raisons majeures pourquoi j'ai renouvelé mon contrat pour continuer en fait à travailler à Yellowknife, c'est surtout qu'il y a une certaine stabilité que j'ai pas réussi à avoir dans les 8 dernières années. En événementiel, j'ai toujours fait des contrats. Et puis, ce qui m'attendait au Québec, c'est encore des contrats de 1 mois, 2 mois, ou des emplois sur appel. Et il y a aussi le fait que c'est une expérience, autant au niveau du travail, autant au niveau de l'endroit, qui est différente. Je veux dire, il y en a qui vont dire « je me sens chez nous là-bas », mais moi, je suis encore en période de découverte. Puis j'adore ça. Je dirais que les territoires du Nord-Ouest, c'est un peu le bout de la route. Aussitôt que je sors un peu de la ville, on se retrouve dans la nature et il n'y a rien d'autre que la nature. Ça peut prendre vraiment longtemps avant de voir un peu de population. Les communautés sont assez loin aussi. Il y a aussi des communautés qui sont accessibles seulement l'hiver par les lacs gelés. Donc c'est un peu une autre réalité. La plaque de mon ami Val, là, il faut pas la poursuivre. Là. Sinon, elle va. Nord-West Territories. Ça y est! Est-ce qu'on voit Road Close? C'est drôle parce que ça va dans l'eau, là. Mais c'est parce qu'ici, il y a une route de glace l'hiver. Et puis, la pancarte qu'on voit à droite, c'est pour dire à combien la glace si elle est assez forte ou pas. Oh ouais, je venais te voir après. Le bébé, le beau chien. Ce qui est drôle ici, c'est qu'ici, c'est freeland, hein? Il n'y a pas personne qui appartient à rien. À part la propriété, là. En tant que tel, ici, c'est pas chez les gens, tu sais. OK. Bon, mais ça, c'est la fin. C'est le début ou la fin, là, de la route. Je m'en vais visiter la ferme où est-ce qu'elle habite en ce moment. C'est une des plus grosses fermes de légumes proches de Yellowknife. Fait que je pense que ça va être intéressant.
Les circonstances ont voulu que ma bonne étoile de voyage me gâte une fois de plus, car Valérie m'informe que j'arrive le jour du marché de Yellowknife, là où tous les artisans se réunissent sur la place publique pour vendre leurs produits. J'encourageais donc le commerce local et rencontrais une tonne de personnes vraiment intéressantes. Allô, Étienne! Allô, Ben! Ça va? Ça va, toi? Oh, thank you very much. C'est ça qu'on est allé voir un petit peu. Elle veut nous aider à la maison. Ouais. Oui. C'est là? Oui. Je suis partie ce matin quasiment en même temps que les autres. Là. Ouais. J'étais là à la petite maison mauve, le petit chalet. Non. Ici, on est au Bullock, ouais. On est au Bullock. On a demandé un doggy bag. C'est ça qu'ils nous donnent. C'est le même. C'est le même. On est en famille. Tu ramènes l'assiette le lendemain, il n'y a pas de problème. Papier, le parchemin. Qui colle pas dessus, mais c'est pas grave. Ça ressemble à ça un peu. J'en étais à ma 34e journée de road trip seule et pourtant, enfin rendue à Yellowknife où j'aurais pu satisfaire mon besoin de sociabiliser. Tout ce dont j'avais envie, c'était de repartir dans la nature. Jamais auparavant je ne m'étais sentie aussi distante de la civilisation. Et étrangement, j'adorais cela. En réalité, j'étais en train de pousser ma débrouillardise et mon autonomie encore plus loin qu'il y a 10 ans, pour savoir si en tant qu'individu, j'avais réellement évolué. En réfléchissant, j'ai découvert une connexion avec moi-même et redécouvert ces meilleurs aspects de ma personnalité qui avaient grandi à mes côtés. Ma force d'esprit et ma sensibilité, ma grande compassion et mon honnêteté, et surtout, ma persévérance. Sur Lower Spadina Avenue. Continuez sur 1,5 km. That
Au commencement, il n'y avait que le corbeau et les flocons de neige. Le corbeau parcourait l'univers qui s'étendait autour de lui à l'infini, jusqu'au jour où quelques flocons se posèrent sur ses ailes, puis glissèrent jusqu'à ses extrémités. À sa fin se forma une petite boule de neige. Soudain, le corbeau lança d'un grand coup d'aile la boule de neige dans l'univers, puis il alla se poser sur sa cime et l'appela Terre. Il gratta la neige avec ses serres jusqu'à la rouge glace, prit cette argile, créa des graines qui devinrent des plantes, qui devinrent des hommes. Le corbeau offrit à l'homme ses plumes pour qu'il se confectionne un parka. Pour que l'homme puisse chasser, le corbeau gratta à nouveau la neige jusqu'à la rouge glace pour créer les animaux. Mais au commencement, il n'y avait que le corbeau et les flocons de neige. Le Nunavut était probablement le territoire sur lequel j'avais le plus d'idées préconçues à propos de leur mode de vie. Je me doutais bien qu'ils vivaient plus dans des igloos malgré la croyance mondiale naïve, mais jusqu'à quel point les Inuits sont-ils encore imprégnés de leur culture? C'est ce que j'allais découvrir dans le cadre d'un festival célébrant l'arrivée du soleil après un long hiver. Le festival Tunic Time nous transporte à la fois dans le temps, en nous illustrant les pratiques et activités d'autrefois avec un brin de modernité. Cependant, c'est vraiment en ayant côtoyé des locaux que j'ai pu m'asseoir avec eux et leur poser toutes mes questions. Entre autres, l'art inuit est célèbre dans le monde entier, mais encore très présente dans leur quotidien. Les Nunavummiuk sont extrêmement fiers et très près de leurs pratiques ancestrales. Le climat en est l'une des principales raisons. Tout est une question d'instinct de survie. Les Inuits savent encore comment construire un igloo. Les blizzards peuvent arriver sans avertissement et ça reste encore la meilleure façon de se protéger lors des excursions à l'extérieur. Faut-il toutefois que la neige soit propice à le construire? Ils disent que la neige n'est pas bonne. Les Inuits chassent encore le phoque, le caribou, le renard. Ils adorent le poisson et pourraient en manger à tous les repas. Why? Okay, so what you gonna do? I'm gonna put that in the snow. For what? And then I'm gonna put the trap gently over the bone. What is that? It's a caribou bone. Over the bone. And put a thin layer of snow over it. So the fox doesn't see that. He smells the bone. And let's say the fox's foot or the nose or the mouth, and he's going to try and dig for the bone. Oh. And then I catch the fox. Évidemment, ils ont des épiceries et même des produits bio. Reste que l'importation des produits alimentaires ou non alimentaires est très coûteuse. Imaginez qu'ils soient du jour au lendemain coupés du reste du monde.
Les Inuits ont mis de côté la pratique du traîneau à chien. C'est plutôt aujourd'hui un sport de compétition. J'ai eu la chance de rencontrer une équipe juste avant une course de 34 km. Je me disais, mais comment ils vont faire pour courser 34 km avec tous ces chiens? Mais je compris très vite en fait que les Huskies mouraient d'impatience de partir à la course. L'ordre étant donné, ce ne fut pas long que les chiens loups devinrent les plus obéissants du monde. Vraiment, être maître d'une horde d'animaux, c'est tout un art. On peut comprendre pourquoi les Inuits ont remplacé ça par la motoneige. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ici, faire la motoneige, c'est comme faire du vélo. Pratiquement tout le monde en a une. Évidemment, vous vous doutez bien que s'ils pratiquent le traîneau à chiens sportifs, qui font également des compétitions de ski-doo. Malgré qu'Iqaluit soit une petite ville, comparativement aux autres métropoles canadiennes, n'en reste que sa pollution auditive est assez étonnante. Cependant, c'est très facile de s'en échapper pour quelques heures. Malgré le beau temps revenu et la température très douce que j'ai eu la chance d'expérimenter, j'étais souvent entièrement seule dans les parcs et sentiers entourant Iqaluit. Malgré toutes mes précautions pour rester au chaud, le vent est crucial et transperce mes doublures. Une température prévue peut facilement tomber de 10 degrés de moins. Le soleil t'attaque et te réconforte à la fois. Souvent, je marche à l'aveuglette, puis me tourne dos au vent pour observer de combien de pas j'ai avancé et m'éblouir de la pureté du paysage. Je m'imagine Inuit, cherchant le gibier qui permettra à ma famille et à mes chiens de vivre demain. Je m'imagine dépêcher le caribou, utiliser absolument tout de son corps, de sa peau jusqu'à ses os, puis inventer un poème en son honneur. Fabriquer une lance magique, un arc et des flèches pour me protéger du grand Nanook. Je m'imagine leurrer les phoques sur la banquise et ramper durant des heures pour pouvoir manger. Je m'imagine durant la saison de la longue noirceur, créer des jeux de passe-temps avec ma famille dans mon igloo, me protégeant de la tempête éternelle. Le froid devient chaleur sur mes joues. Le son de chacun de mes pas sur la neige devient ma boussole. L'air frais qui pénètre dans mes poumons me purifie. La nature me guide. J'y vois mon propre chemin, tracé dans la neige.
Après cette quête de l'identité du Canada, vous savez ce que j'ai découvert? Je me suis rendu compte que ce ne sont pas des lieux ou des objets qui nous représentent le mieux, mais bien nous, les Canadiens, les gens. Maintenant, je pars sans crainte pour la suite de mon tour du monde, parce que c'est avec ma personnalité que je pourrais bien définir le Canada à l'étranger. Bon, ben c'est ça, là. C'est ça, on pense. Hey guys, I'm gonna see you. Bye. Mais quand, tu sais, du baseball, c'est moi, genre, en étant BS, un peu, comme, ah, c'est comme du piano, puis du piano. Un tartan, c'est quoi? Un tartan, c'est ça, genre. Le motif. Comme les Écossais, tu sais. Dans le fond, eux autres, ils ont un tartan orange et vert. Mais nous, on a aussi un tartan, les Canadiens, genre officiel, qui est en fait les couleurs de l'automne quand l'érable change de couleur. Première neige au mois de novembre. Il a fallu que je déblaye mon char avec une pelle parce que j'avais pas encore de balai. You know.